je voudrais maintenant, à mon tour, en sacrifiant énormément, comme vous l'avez fait, de mes propos, vous donner quelques réflexions sur ce que j'ai appelé les risques de la dématérialisation, qui sont dans le sillage de quelques observations que je viens de faire. Tout à l'heure, professeur Germain, notre rapporteur de synthèse, me demandait où est-ce qu'on en était sur la question du contrat et de la signature électronique. En effet, a été évoqué par M. Andrieux ce matin dans son très bon discours la personne et le nom du professeur Catala, qui non seulement a été l'origine de la réforme du droit des obligations, des contrats, l'ordonnance pour une bonne part, mais aussi a été à l'origine de la réforme, de l'introduction dans le Code civil de l'écrit électronique, du contrat électronique et de la signature électronique. Et j'ai eu l'honneur de faire partie du groupe qui a rédigé les textes qui ont été recodifiés à droit quasi constant dans l'ordonnance de 2016. C'était il y a 16 ans. Dans cette perspective, et c'était tout à fait la personnalité de Catala, qui était à la fois quelqu'un de visionnaire, incroyablement visionnaire, et en même temps de très prudent, pas pour rien qu'il travaillait beaucoup avec les notaires. L'objectif, c'était, alors que l'Internet prenait son essor, mais tranquillement, il n'était pas encore accessible à la population comme il l'est aujourd'hui en 2017, c'était de poser dans des définitions, alors certaines simples, d'autres un petit peu plus compliquées sur la signature électronique, j'y reviendrai dans un instant, de poser les jalons pour que nos textes de loi vieillissent, mûrissent et puis surtout rencontrent les pratiques de la population française. De la population dans sa vie domestique, de la population dans sa vie professionnelle. Mais notre prudence a été très largement dépassée puisque l'Internet s'est considérablement développé dans les secteurs de la vie domestique et de la vie professionnelle, et ces discounts le manifestent très clairement. Les États, que ce soit à l'échelon français ou l'Union européenne, ont multiplié les textes qui se succèdent, et je vais en donner quelques exemples dans un instant, et puis tout s'emballe. C'est non seulement la vie économique, mais c'est aussi la vie judiciaire. Et on en a parlé ce matin, et tout spécialement M. Andrieux et le Premier président à Reims. Alors quels en sont aujourd'hui les impacts dans ce fil conducteur du droit commun et du droit spécial? Donc j'ai voulu, pour limiter mon propos et être dans le cadre que le professeur Chani m'avait assigné, évoquer les obligations, le droit des obligations, dans son versant substantiel et dans son versant processuel. Substantiel et processuel. Ce sont donc les deux points que je voudrais voir. Avec ce fil conducteur, qui a quand même déjà été bien évoqué ce matin, de ce que les droits communs et les droits spéciaux, le droit commun et les droits spéciaux, ces frontières qui étaient si nettes, le droit général, le droit spécial, lex specialia, etc. Le professeur Chani a rappelé tout ça. Moi, j'aime beaucoup le latin, j'aime beaucoup le droit romain. Ça en prend un coup. On ne sait plus très bien ce que c'est que le droit général, le droit commun et le droit spécial. La preuve, vous avez évoqué le droit général de la concurrence et le droit spécial de la concurrence. Et au fond, en préparant cette journée et en vous écoutant, je me suis dit qu'il est probable que les frontières vont continuer à se brouiller. De sorte que, c'est un petit peu d'ailleurs l'optique, c'est un petit peu beaucoup l'optique du droit de l'Union européenne, de sorte qu'il n'y ait qu'un droit commun avec des règles particulières, mais qu'il n'y ait plus ces frontières étanches, avec des questions évidemment de régime à la clé.
de dérogation, d'interprétation, etc. Alors si je commence par le droit des obligations, il y a une dématérialisation considérable des obligations contractuelles, et vous en êtes, madame, un exemple avec ces discounts. Il y a une dématérialisation considérable des rapports extra-contractuels. Si on commence par le contrat, c'était notre point de départ avec le contrat électronique, et puis ça s'est beaucoup développé. Dans des rapports individuels, la conclusion d'un contrat par courrier électronique, ça se fait, que ce soit entre professionnels ou entre particuliers, et puis bien entendu, le développement des contrats en se rendant sur une plateforme et en contractant avec l'exploitant de cette plateforme. Donc il y a un développement qui est incontestable, qui est une bonne chose, mais qui ne doit pas pour autant conduire à ce que les rapports physiques des personnes soient par trop réduits. Le problème de cet engouement pour le droit contractuel dématérialisé, c'est que les textes s'accumulent. L'Union européenne en prend de plus en plus régulièrement, et puis en France, là j'ai pris les quelques cas les plus récents. J'ai pris 3 cas récents qui datent des 2 derniers mois, les 2 derniers mois. Nous avons un décret du 28 septembre 2017 sur la signature électronique qualifiée. Signature électronique qualifiée. Quand nous avons rédigé avec Catala les textes sur le contrat électronique, on s'est dit, alors que je répète que l'Internet n'était pas encore à sa vitesse de croisière, que ce qui comptait, c'est que lorsqu'une personne se manifeste de façon dématérialisée, on puisse l'identifier de façon certaine ou pratiquement certaine avec une probabilité. Par conséquent, on a besoin de son identifiant, son identité, qui êtes-vous, avec l'adresse électronique sous réserve des fraudes et des hackings, etc., ça va. Et puis on a besoin d'une signature. Et on avait réfléchi sur qu'est-ce qu'était la signature. Alors on avait bien compris que la signature manuscrite avec le stylo, c'était possible de la faire, mais c'était un peu anecdotique sur l'Internet. Ça allait pouvoir être remplacé par d'autres choses, des chiffres, des graphismes, etc. Et s'est développé le système du mot de passe, du password, que la plupart d'entre nous utilisons. Et puis, on avait prévu, tout spécialement en direction des notaires ou des établissements financiers, une signature qualifiée qui permettrait de faire intervenir un tiers certifiant que vous êtes bien l'auteur de la signature. Et depuis lors, ça fait 16 ans, en France et dans l'Union européenne, s'est développé cette double authentification de la personne du co-contractant. Mais, d'un point de vue sociologique, d'un point de vue majoritaire, en tout cas dans la population, c'est surtout le password qui prévaut. Mais il y a bien entendu la signature qualifiée, la signature certifiée, qui fait l'objet de textes, lesquels s'accumulent sans grande cohérence et sans grande clarté. Pour le montrer, je réagis au développement qu'a fait M. Andrieux ce matin sur la simplification du droit, le fait qu'il fallait être économe, il faut être économe, etc. Je vais vous lire l'article 1er de ce décret du 28 septembre 2017 sur la signature électronique. Définition de la signature électronique. C'est pas du Portalis, hein. Est une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement du 23 juillet 2014 de l'Union européenne, créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifiée répondant aux exigences de l'article 29 du dit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. Non, ça ne sert à rien. C'est mal écrit. Ce sont des renvois au règlement et c'est une non-définition. Donc, il me semble inutile de prendre des textes qui sont aussi mal rédigés. Par conséquent,
Il vaut probablement mieux utiliser les textes qui existent, se mettre en conformité s'il y a besoin de se mettre en conformité avec la réglementation de l'Union européenne, et puis surtout vérifier les besoins de la pratique. M. Andrieux évoquait ce matin les études d'impact. Oui, mais il faut les faire, les études d'impact, de véritables études d'impact dans la population et dans les trois secteurs de la population, B2B, C2C et C2B. Je n'en vois pas, pour ma part, passer beaucoup. Ensuite, un deuxième décret du lendemain, ne perdons pas de temps, du 29 septembre 2017, qui vous concerne directement, qui modifie le code de la consommation sur les plateformes de e-commerce, comme vous venez d'en parler, vous devez le connaître par cœur, ce texte déjà, qui abrite des offres de vente ou des offres de services émanant de tiers, donc Cdiscount, Amazon, Apple Store, etc. Et ce texte prévoit un certain nombre de règles très contraignantes sur l'information du consommateur, l'information qui est due au consommateur. C'est très bien, mais comme M. Andrieux l'a aussi rappelé ce matin, et Muriel aussi, me semble-t-il, quand même, il y a l'article L111.1 du Code de la consommation, qui est quand même déjà bien lourd. Il y a le nouvel article L1112.1 du Code civil résultant de l'ordonnance de 2016, etc. Donc, l'information du consommateur sur l'Internet, c'est bien. La surinformation du consommateur sur l'Internet, non, c'est pas bien. C'est pas bien parce que de toute façon, il ne va pas lire. Et renvoyer à vous-même vos propres pratiques, encore que vous êtes tous juristes, mais de vos familles et des populations, sur le point de savoir si ces informations qui vont s'imposer à ces discounts vont être nécessairement meilleures du point de vue du consentement éclairé du consommateur. Il y a une réflexion probablement à faire et elle est indépendante de droit spécial, droit commun, code de la consommation, code civil. C'est simplement la vérification de l'effectivité du droit. Ça nous renvoie à des questions fondamentales d'effectivité de la norme. Et puis ce n'est pas fini, quelques jours plus tard, je me suis limité à 2 mois, quelques jours plus tard, une ordonnance du 4 octobre 2017, qui vous touche un petit peu moins, mais j'imagine que vous devez être concerné aussi, sur la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier. Si vous ne l'avez pas lu, cette ordonnance, je vous invite à la lire, parce qu'il y a beaucoup de choses, et pour le consommateur, notamment, c'est assez inquiétant. C'est, pour les principales plateformes dans la matière financière, mais ça va toucher aussi les compagnies d'assurance, et puis ça concerne aussi, pour une bonne part, les organismes de protection sociale, etc. C'est toujours ce souci d'économie qui anime tous les secteurs de notre pays, de dématérialiser tout ce qui est cotisation, contrat, etc. De supprimer le papier, mais en proposant vertueusement aux consommateurs le choix entre garder, vous voyez, on est sur notre sujet, l'option, l'équilibre entre le monde physique et le monde numérique, de garder le choix entre conserver opt-in, opt-out. Beaucoup d'opt-out se développent dans la réglementation et dans les pratiques contractuelles, des contrats d'adhésion. On évoquait les contrats d'adhésion tout à l'heure. Donc, dématérialisation à laquelle le consommateur moyen ne va pas forcément comprendre grand-chose, si ce n'est qu'il aura son espace personnel, avec son identifiant, son mot de passe, et il se débrouillera sur son espace personnel, avec de moins en moins de contacts humains. Vous avez évoqué le chat tout à l'heure. Bon, le click chat, c'est bien, mais c'est encore mieux d'avoir une personne physique, surtout quand on est un consommateur ou un citoyen moyen. Ce que je veux dire, c'est que l'économie, c'est une bonne chose, mais la sociologie, c'est aussi une bonne chose. Et qu'il est difficile de trop réglementer, de réglementer trop vite, sans avoir cet aperçu des impacts de cette révolution culturelle que nous vivons et qui est celle de l'Internet. Par conséquent, vous voyez, que ce soit dans le droit spécial
ou dans le droit commun, ce mouvement de dématérialisation est en marche et il va de plus en plus vite. Quant à la responsabilité civile, deuxième point sur les obligations, on a, je vais en parler très succinctement puisque Gilles Verken l'évoquera, on a d'un côté une responsabilité juridique théorique des professionnels de l'Internet, mais qui est rendue extrêmement difficile par la réglementation de droit commun telle qu'elle existe dans l'Union européenne, c'est la directive commerce électronique, qui permet aux hébergeurs notamment et aux moteurs de recherche de s'abriter derrière cette directive pour échapper à des cas qui seraient pourtant régis par la responsabilité civile, la faute, ou la présomption de faute, de responsabilité s'il y a lieu. Et puis de l'autre, vous avez, sans grande cohérence, on évoquait la cohérence tout à l'heure, des cas où, au contraire, il y a une extrême responsabilité de ceux qui, par exemple, refuseraient de contracter en méconnaissance du droit de la concurrence ou en méconnaissance de notre droit des obligations ou de certains droits, notamment la propriété intellectuelle, qui sont imprégnés de l'esprit du droit de la concurrence, donc qui incitent à conclure le contrat, faute de quoi il y aura lieu à une responsabilité. L'avant-projet de responsabilité civile qu'a évoqué M. Andrieux tout à l'heure, il est assez classique. Il faudra voir, c'est surtout de la codification, il faudra voir comment il s'articule avec cette dématérialisation en marche qui est celle de notre société et de notre économie. Alors je raccourcis, puisqu'il reste plus 4 minutes. J'en arrive à ma deuxième partie sur les risques sur le droit processuel des obligations. Il y a un droit processuel des obligations comme un droit processuel du travail, comme un droit processuel de la consommation, etc. À partir du moment où vous avez un problème d'annulation d'un contrat, de résolution de ce contrat, d'exécution forcée, de dommages-intérêts, de licenciement, de droit de la distribution, eh bien, il va falloir saisir un juge pour obtenir la condamnation de l'autre partie si c'est une procédure contentieuse. Alors maintenant, l'Internet est en marche au-delà du droit substantiel et atteint maintenant le droit processuel sur un certain nombre de points. Le premier point que je voudrais évoquer, il a été clairement souligné par M. Andrieux ce matin, c'est la justice prédictive. Alors on voit bien, ça fait plusieurs mois que je suis parti en guerre, entre guillemets, sur cette question de la justice prédictive. On voit bien qu'il y a deux camps qui sont en train de se former, ceux qui poussent à la justice prédictive et ceux qui ne résistent pas à la modernité, parce que les anciens, les modernes, tout ça, non. Non, c'est trop facile. Les anciennes générations, les digital natives, etc., non, c'est pas la question. Ceux qui considèrent, comme vous l'avez relevé tout à l'heure, qu'au moins pour une durée qui devrait être assez longue, et pas quelques années comme les lois de réexamen, comme M. Andrieux l'a relevé tout à l'heure, estiment qu'il faut marcher prudemment. Je vais vous dire en un mot ce qui m'embête dans cette justice prédictive. Nous avions encore hier soir avec le bâtonnier Castelin, un débat qui était animé par Cédric Villani, un très grand mathématicien, mais qui maintenant a l'air de s'intéresser au droit. Le problème de la justice prédictive, c'est que vous pouvez faire toutes sortes de compilations sur les décisions rendues par tel pôle de la Cour d'appel de Paris ou la Chambre commerciale de la Cour de cassation, vous n'aurez que les résultats et une motivation. Motivation du juge, qui est l'expression de la synthèse des argumentations faites par les avocats. De sorte que vous aurez un aperçu, au moins si c'est le même juge, la même composition, nous l'évoquions avec M. Verken il y a un instant, un aperçu de la position qu'a prise le juge sur les cas de licenciement abusif ou les cas d'indemnisation du dommage moral dans une responsabilité, vie privée ou je ne sais quoi. Mais vous n'aurez pas le raisonnement
qui n'a pas été tenu et qui aurait pu être tenu et qui pourrait influencer la jurisprudence à venir. Ces compilations, ce ne sont guère que des compilations qui permettent, qui aident incontestablement, mais qui ne sont qu'un point d'appui, un point de réflexion parmi d'autres points de réflexion. J'ai travaillé il y a quelques années sur les questions de droit de la consommation, le juge en droit de la consommation. Et j'avais animé une formation continue à l'école de la magistrature, devant des juges d'instance, il n'y avait que des juges d'instance, sur le point de savoir si, premièrement, le juge d'instance peut soulever d'office une nullité dans un contrat de consommateur, par exemple avec Cdiscount, hypothèse d'école, les contrats sont valables, et deuxièmement, s'il pouvait soulever d'office une prescription. Ils étaient furieux parce que la Cour de cassation systématiquement cassait toutes les décisions de juge du fond qui soulevaient d'office, au motif que le juge ne peut pas, etc. Et puis finalement, c'est la Cour de justice qui a démenti la position française, le Parlement a pris une loi et c'est réglé maintenant, sur un certain nombre de cas, le juge doit ou peut soulever d'office, peu importe. Eh bien, si on avait analysé ça en termes de justice prédictive, mais c'est réglé. Qui va tenter d'aller avec une argumentation trouvée dans des manuels de droit ou d'anciennes notes ou je ne sais où, mais pas nécessairement sur les bases de données, qui va aller à contre-courant de ce que les prédictions nous ont dit qu'à 99%, la Cour de cassation allait casser. Par conséquent, il me semble qu'il y a un équilibre qui doit être fait et que l'on ne doit pas se ruer trop vite sur la justice prédictive. Pour la minute qui me reste, je voulais vous parler aussi d'un certain nombre de points, je supprime. Donc je termine avec quelques pistes. D'abord, il est clair que la dématérialisation il est souhaitable qu'elle soit ralentie et qu'elle fasse l'objet précisément de ces études. Il y a en ce moment un grand chantier, je ne veux pas sortir de notre sujet, le garde des Sceaux, M. Andrieux l'a rappelé, le garde des Sceaux a mis en place un grand chantier de la justice, a nommé des commissions, etc., pour aller vers la e-justice, la dématérialisation de l'accès à la justice, à toutes les juridictions ou aux principales juridictions, la question de la dématérialisation des audiences, la mise en état, c'est déjà bien avec le RPVA qui concerne pour l'instant les avocats devant certaines juridictions, c'est déjà bien engagé. La dématérialisation des audiences, M. Canivel, ancien premier président de la Cour d'appel aussi, a fait là-dessus des déclarations assez fracassantes. Il y a toutes sortes de choses qui sont formidables, c'est une révolution technologique. Mais il est dans notre devoir de juristes et de citoyens et de professionnels de ralentir le rythme. N'allons pas trop vite. Il y a encore 15 ans, personne n'utilisait et ne conceptualisait l'Internet. Ce qui me frappe avec la petite expérience que j'ai, c'est que précisément la conceptualisation à moyen terme et a fortiori à long terme de la dématérialisation de notre société n'est pas encore faite. Par conséquent, allons-y avec enthousiasme, mais n'y allons pas trop vite. Et sur la question du droit commun et des droits spéciaux, au fond, ce n'est pas tellement un problème si le droit commun font les droits spéciaux ou bien il y aura, c'est plutôt ça, une myriade de droits spéciaux, Muriel Chalini l'a dit ce matin, une myriade de droits spéciaux à l'intérieur desquels vous aurez des sous-catégories de droits communs et de droits spéciaux. En fait, ça n'est plus ça le problème. Le problème, c'est celui de l'effectivité et de la maturation de la règle de droit. Je vous remercie.